Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de ce vendredi 15 mars. 9 réfugiés syriens tués et une trentaine blessés dans un accident de la route à Kahale dans l'est du Liban. La plupart des passagers du bus étaient des femmes et des enfants. Damas menace de frapper les groupes armés qui s'infiltrent en Syrie depuis le Liban. À l'ONU, le Conseil de sécurité se dit très inquiet des incidents frontaliers répétés entre les deux pays. 2 ans de révolte en Syrie, plus d'1 million de réfugiés et 70 000 morts. L'Union européenne va tenter de trouver une position commune la semaine prochaine sur l'embargo sur la livraison d'armes à l'opposition syrienne. Et à suivre également dans cette édition, à quelques jours de sa première visite présidentielle en Israël, Barack Obama estime que l'Iran aura besoin d'un peu plus d'1 an pour développer l'arme atomique, une fois que Téhéran l'aura décidé. Au moins 9 Syriens ont été tués et près de 30 autres blessés lorsque leur bus s'est renversé ce matin à Kahale dans l'est du Liban. La Croix-Rouge a transporté les morts à l'hôpital gouvernemental de Barabda alors que les blessés ont été répartis dans plusieurs hôpitaux de la région. Le véhicule transportait des Syriens, en majorité des femmes et des enfants fuyant la guerre dans leur pays. La cause du drame reste inconnue pour l'heure. L'accident a provoqué des bouchons jusqu'à Alais et bloqué la route menant à l'est du Liban dans les deux directions. Tout en étant le plus petit des pays voisins de la Syrie, le Liban est celui qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens, qui seraient environ 360 000 selon l'ONU. La plupart vivent dans le nord, frontalier de la Syrie, chez des proches, dans des maisons louées ou des abris de fortune. La tension dans les relations libano-syriennes a connu un très grave rebondissement hier soir avec les annonces simultanées de Damas et de l'ONU. Les autorités syriennes menacent de frapper au Liban les bandes armées qui continuent de s'infiltrer en Syrie via la frontière commune pour combattre aux côtés des rebelles. Et puis à New York, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont dit très inquiets des incidents frontaliers répétés entre les deux pays. Dans une rare unité sur ce sujet sensible, les 15 membres du Conseil ont également indiqué redouter l'impact de la crise syrienne sur la stabilité du Liban. Le Conseil souligne l'importance de respecter totalement la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État libanais. Le chef de l'État, Michel Sleiman, poursuit sa tournée africaine lors d'un dîner donné en son honneur par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, à Abidjan. Il l'a remercié pour son accueil chaleureux ainsi que pour l'affection et la chaleur témoignée par le peuple ivoirien. On l'écoute. Nous venons vers vous, vers cette terre accueillante de la Côte d'Ivoire, animée par un sentiment profond d'amitié et par un désir réel de promouvoir notre coopération bilatérale sur des bases solides et durables, à la mesure des relations humaines, fraternelles et profondes qui nous unissent depuis de si longues décennies. Cette visite officielle, historique, à plus d'un égard, vient répondre de surcroît aux attentes de l'importante communauté libanaise, soucieuse tout autant de voir se créer et se consolider un vrai partenariat entre nos deux pays qui servirait nos intérêts nationaux réciproques dans la complémentarité et le respect mutuel. Et il est de bonne loi d'observer que tous les indicateurs tendent à affirmer que l'Afrique se redresse et émerge et qu'elle offre désormais de grandes opportunités à ses fils et au monde de l'investissement. Le Liban, pour sa part, a réussi à éviter les répercussions déstabilisantes de la crise financière mondiale grâce à la qualité de ses mécanismes de prévoyance et la solidité de son système bancaire. Nous venons de lancer par ailleurs le processus devant permettre de passer aux phases successives des appels d'offres, de l'exploration et de l'exploitation des larges ressources en gaz et en pétrole récemment découvertes dans nos zones maritimes, et cela pour le grand bien de notre économie et celui des générations futures. Pareille perspective prometteuse dans nos espaces respectifs devrait donner un élan nouveau à notre coopération future, qui sera sans nul doute matérialisée par la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire est particulièrement bien placée pour activer et accompagner cette dynamique de complémentarité que nous appelons de nos vœux. Présente sur la terre ivoirienne,
et l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest depuis plus de 130 années consécutives. Elle a réussi à s'intégrer au tissu social de son pays d'adoption et à sa culture et contribuer avec dévotion et loyauté à sa construction et son développement sans perdre pour autant ses liens d'affection et de fidélité à l'égard de son pays d'origine. Mais nous sommes tous conscients que cette concorde se nourrit de justice sociale et de bon fonctionnement des institutions démocratiques sur le plan interne et de paix sur le plan externe. Une paix qui devrait s'imposer au Sahel et qui reste évasive au Moyen-Orient, en proie depuis plus de 65 ans à des guerres successives. Un règlement juste du problème de Moyen-Oriental et celui de Palestine se présente désormais comme une condition sine qua non pour la consolidation de la démocratie et de la modération dans notre région, menacée sinon par les risques de fanatisme, d'exclusivisme ou de repli sectaire. 25e journée de grève ouverte du secteur public, c'est devant l'aéroport de Beyrouth que des centaines de fonctionnaires du secteur public et d'enseignants ont décidé de se rassembler ce vendredi pour réclamer le transfert de la grille des salaires au Parlement. Les manifestants rejoints par les employés de l'aviation civile ont menacé de recourir à l'escalade si le gouvernement ne répond pas à ces revendications le 21 mars lors de sa prochaine séance. Un représentant de l'aviation civile a averti que les employés de l'aéroport entreront en grève si la grille des salaires n'est pas transférée au Parlement à cette date-là. Demain, le comité de coordination syndicale prévoit de manifester devant le ministère des Finances à Beyrouth. Plusieurs camions-citernes portant des plaques d'immatriculation syrienne ont été incendiés sur la route de Beddaoui à Tripoli, au Liban Nord. Jeudi soir, de jeunes habitants du quartier de Beb et Béné ont mis le feu à 3 camions-citernes syriens transportant du mazout après avoir battu et détenu pendant quelques heures leur conducteur. Ils ont inscrit avec des bombes de peinture noire sur les camions le nom du Front Al-Nosra, le groupe formé de djihadistes qui combattent aux côtés des rebelles syriens. Ils ont également endommagé 4 autres camions. Par ailleurs, des remblais ont été érigés entre les quartiers rivaux de Beb et Béné et Jabal Mohsen. Hier soir, une bombe Energia a explosé entre les deux quartiers, faisant 2 blessés. Les tensions font craindre une reprise des affrontements entre ces deux quartiers qui avaient fait des dizaines de victimes dans le passé. Un deuxième anniversaire dans le sang. En Syrie, l'armée syrienne intensifie ses bombardements des bastions rebelles autour de Damas, tandis que les combats font rage sur de nombreux fronts à travers le pays. Les violences ne connaissent aucun répit. La contestation pacifique contre le régime de Bachar el-Assad, commencée le 15 mars 2011, s'est transformée en lutte armée en raison d'une répression brutale. Selon l'ONU, le conflit a fait plus de 70 000 morts. 2 ans après le début de la révolte, ils sont plus d'1 million à avoir fui leur pays. Et puis, réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de réexaminer l'embargo sur les armes à destination de la Syrie d'ici la fin mars. Hier, la France et le Royaume-Uni ont appelé leurs partenaires européens à lever rapidement l'embargo sur les livraisons d'armes à l'opposition syrienne. Faute de quoi, Paris pourrait agir unilatéralement, selon François Hollande. On l'écoute. Je pense que nous avons comme objectif, le Royaume-Uni et la France, de convaincre nos partenaires à la fin du mois de mai, et si possible avant. Et donc nous allons déployer notre sens de la diplomatie, nos arguments, et faire apparaître la réalité de la situation syrienne tragique pour emmener l'ensemble de nos partenaires européens vers cette solution. Si, d'aventure, il devait y avoir un blocage, imaginons-le, d'un ou 2 pays, je connais un certain nombre de réticences, alors je ne peux pas m'engager pour d'autres que la France, mais la France, elle, prendrait ses responsabilités. Nous devons considérer que, pour le moment, malgré toutes les pressions, les solutions politiques ont échoué, ce qui est regrettable, mais que, justement, avec la pression militaire, elles peuvent retrouver une consistance. Au retour de la pause, direction la Chine qui a officiellement élu son nouveau Premier ministre. Les détails dans un instant.
Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. L'Iran aura besoin d'un peu plus d'un an pour développer l'arme atomique, une fois que Téhéran l'aura décidé. C'est la mise en garde de Barack Obama dans une interview diffusée à la télévision israélienne avant son déplacement au Proche-Orient. Dans cet entretien diffusé 6 jours avant sa première visite en Israël, le président américain semble adresser un message au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il lui demande de faire preuve de patience sur le dossier iranien tout en affichant la volonté des États-Unis d'affronter Téhéran si nécessaire. Obama espère aussi pouvoir aborder la question du processus de paix israélo-palestinien dans l'impasse. Après son étape à Jérusalem mercredi prochain, il rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas jeudi, puis le roi Abdallah de Jordanie vendredi. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, une église copte située dans le centre de Benghazi en Libye a été incendiée. Les chrétiens égyptiens à qui appartient ce lieu de culte accusent les extrémistes islamistes. Ils auraient mis le feu en représailles à une manifestation de chrétiens devant l'ambassade de Libye au Caire. Ils avaient brûlé un drapeau libyen. À l'origine de cette manifestation, la mort d'un copte détenu à Tripoli et décédé sous la torture. À Kaboul, les forces de sécurité afghanes ont désamorcé un camion piégé qui contenait près de 8 tonnes d'explosifs. Une charge record. 5 membres présumés du groupe taliban Haqqani ont été tués dans la fusillade qui a suivi cette découverte. Une découverte qui intervient 2 jours après le départ du secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel. Lors de sa visite, un kamikaze s'était fait exploser devant une des portes du ministère de la Défense à Kaboul. Et puis, c'est sans surprise que Li Keqiang a été officiellement élu Premier ministre chinois. Les quelques 3000 délégués du Parlement ont ainsi entériné à la quasi-unanimité la nomination du numéro 2 du Parti communiste. Ce technocrate de 57 ans devient ainsi responsable de l'économie chinoise pour les 10 prochaines années. Son principal défi sera de relancer la croissance tombée à 8% l'année dernière, son plus bas niveau depuis 13 ans. Au 3e jour de son pontificat, le pape François a réuni les cardinaux dans la chapelle Sixtine du Vatican et les a invités à ne jamais céder au pessimisme et au découragement. Il leur a déclaré que le rôle des cardinaux au sein de l'Église est de communiquer l'optimisme aux jeunes générations en quête de repères spirituels dans un monde moderne truffé de tentations. Après son intervention, le pape François a jovialement salué chacun des 150 cardinaux présents dans la chapelle avant de visiter ses nouveaux appartements. C'est une pièce phare de la vente Empire organisée par la maison Ossenat, la bague de fiançailles de Napoléon Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais. Le 24 février 1796, Bonaparte annonce ses fiançailles avec Joséphine, veuve d'Alexandre de Beauharnais. Il épouse civilement le 9 mars, juste avant de prendre le commandement de la campagne d'Italie. D'un diamètre de 18 mm, cette bague en or ornée d'un diamant et d'un saphir taillé en poire, disposée en toi et moi, est estimée entre 8 et 12 000 euros. Elle sera l'une des stars de la vente aux enchères organisée le 24 mars à Fontainebleau. Explication. Il devait y avoir un blocage. Imaginons-le d'un ou 2 pays. Je connais un certain nombre de réticences. Alors, je ne peux pas m'engager pour d'autres que la France, mais la France, elle, prendrait ses responsabilités. Nous devons considérer que, pour le moment, malgré toutes les pressions, Voilà, excusez-nous pour cette erreur technique, vous vous serez rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes images. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 9 réfugiés syriens tués, une trentaine blessés dans un accident de la route à Kahal et dans l'est du Liban. La plupart des passagers du bus étaient des femmes et des enfants. Damas menace de frapper les groupes armés qui s'infiltrent en Syrie depuis le Liban. À l'ONU, le Conseil de sécurité se dit très inquiet des incidents frontaliers répétés entre les 2 pays. 2 ans de révolte en Syrie, plus d'1 million de réfugiés et 70 000 morts. L'Union européenne va tenter de trouver une position commune la semaine prochaine sur l'embargo sur la livraison d'armes à l'opposition syrienne. Et puis à quelques jours de sa première visite présidentielle en Israël, Barack Obama estime que l'Iran aura besoin d'un peu plus d'1 an pour développer l'arme atomique, une fois que Téhéran l'aura décidé. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne.